Bonjour Dacha et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation et bienvenue, même si virtuellement, à Bordeaux. Merci, bonjour. Et rapidement, une présentation, même s'il est très difficile de parler de vous un peu de temps. Donc, vous êtes une des plus grandes écrivaines et vos romans sont traduits dans le monde entier. Certains ont reçu des prix très importants. Mais je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous écouteront votre amour pour le théâtre, parce que peut-être qu'on parle un petit peu moins, et votre engagement pour le théâtre, ce que vous avez fait. Et aussi, je tiens beaucoup à le dire, à le répéter, vos batailles menées pour les droits des femmes. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler en fait de votre dernier livre et pour évoquer une très belle amitié, celle avec Pier Paolo Pasolini. Voilà, moi j'ai le livre, donc je veux le montrer à tout le monde. Ce livre est sorti en avril de cette année pour Neri Pozza, pardon, avec cette très belle couverture qui est une photo avec tous les deux, vous représentant en Afrique, si je ne me trompe pas, à la fin des années 60, sur le set du documentaire Appunti per una Oristiade Africana. Ce livre, bien évidemment, sort au cours d'une année très particulière, qui est celle qui célèbre le centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini, une figure centrale pour l'histoire, la culture italienne, mais moi je dirais la culture, l'histoire du monde entier. C'est une année où les hommages en fait se sont enchaînés en Italie, bien sûr, mais surtout en France, pas surtout, mais aussi en France où Pasolini était et il est très aimé. Alors, moi, je voudrais, donc, il y a deux aspects dans le livre qui m'ont beaucoup touchée, par lesquels je voudrais commencer cet échange. Et tout d'abord, la structure. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, vous me direz. Il s'agit d'un livre, d'un roman épistolaire. Et en fait, c'est un style qui n'est pas nouveau pour vous. Et je pense notamment à ce livre-là, je voudrais le montrer parce qu'on en avait parlé l'année dernière. Et donc, c'est Trio, Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina. J'ai dit le titre en italien, mais j'ai vu qu'il a été traduit en français. Hier, j'étais dans une grande librairie à Bordeaux et j'ai trouvé le livre. J'étais très contente. Et donc, qui est sorti en Italie en 2020. Donc, je disais, il y a les lettres, ces lettres que vous écrivez, et après, il y a le rêve. Et donc, ces deux éléments font de fil conducteur un peu à tout le livre. Mais ce qui m'a touchée beaucoup, c'est que, et je trouvais très intéressant, ce que vous rêvez et vous écrivez à quelqu'un qui n'est plus là, à quelqu'un qui est mort. Et j'arrive à ma question. En fait, je voudrais savoir combien la culture japonaise, que vous connaissez très bien parce que vous avez vécu au Japon au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, vous avez été interné, je crois que c'est ça, dans un camp de concentration. Et je disais, je voudrais savoir combien cette culture vous a influencé dans le choix de ça, de parler avec un mort. Parce que je sais que ça n'est pas très récurrent dans notre culture occidentale. Voilà, donc je voudrais commencer pour ça. Oui. Merci pour la question. Alors, dans le monde paysan, il mondo contadino, il y avait un rapport très fort avec les morts. Les morts représentaient la mémoire d'un pays. Et donc, il y avait une relation avec les morts, on parlait avec les morts, le passage entre la vie et la mort était un moment très important pour la collectivité. Après, avec l'industrialisation, tout ça est terminé. Alors maintenant, il y a pas de rapport. C'est-à-dire que les morts
sont, dans l'autre côté, même on les nomine pas, on dit pas le mot, la mort, on dit il est parti, il est disparu, et la personne qui meurt n'a plus autour d'elle ou de lui ses parents, les enfants, la famille, mais c'est coupé dans un hôpital derrière un mur et il meurt seul. Ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Tandis que au Japon, encore, le rapport avec les morts, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus vivant. C'est-à-dire que dans toutes les familles, toutes les maisons du Japon, il y a un petit coin dans lequel on prépare quelque chose à manger pour les morts. Et on pense que les morts sont comment est-ce qu'on peut dire, des présences favorables qui aident les vivants à vivre mieux. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, si, peut-être, puisque j'ai habité 8 ans dans mon enfance au Japon, je pense que j'ai appris ça. Et peut-être pour moi, c'est très important parce que c'est pas la première fois. Et j'ai écrit, par exemple, une des premières comme je pièces de théâtre que j'ai écrit, c'était une jeune fille qui était morte dans un hôpital qui raconte son histoire. Et donc, très souvent, j'ai fait parler les morts, mais pas comme des fantômes, parce que maintenant, vraiment, dans cette culture dans laquelle nous vivons, et les morts sont des fantômes ou quelquefois des vampires même. Toute la littérature est faite de vampires, des morts qui arrivent dehors de la mort pour suger le sang des vivants. Et ça, c'est horrible, non? Mais je pense qu'un mauvais rapport avec les morts signifie un mauvais rapport avec la mémoire. Donc, ça veut dire que maintenant, on n'a pas un bon rapport avec les mémoires. Merci beaucoup pour cette explication. Je me souviens aussi du livre Sononata Viaggiando de Harish Braski. C'est pour ça que je suis arrivée à cette question, parce que du film, pardon. Oui. Film. Et ce que vous dites me fait penser un tout petit peu à la culture arboresque qui existe en Calabre et encore survie, où il y a ce culte des morts. Je sais qu'on apporte à manger dans les cimetières, sous les tombes. Il y a donc cette relation très importante et pas faite seulement de peur. Merci beaucoup. Donc, j'arrive au livre parce que vous puissiez nous parler de Pier Paolo Pasolini. Moi, j'ai vu ce livre comme un voyage où vous racontez bien sûr cette grande amitié et la complicité surtout qu'il y a entre vous, qui vous alliez à Pier Paolo Pasolini. Depuis que vous vous êtes connus, parce que je sais que vous êtes connus pas depuis l'enfance. Voilà. Donc, dans ce livre, il y a bien sûr l'Italie, il y a Rome, où vous êtes allé vivre, lui aussi, et tous les amis, les intellectuels de l'époque, parce que j'aime beaucoup quand vous dites, peut-être dans un interview, je vous ai écouté, autrefois on se rencontrait dans les restaurants, il y avait des lieux de culture, pas comme aujourd'hui où pour parler de culture, il faut aller dans des salons de livres. Je trouvais magnifique ça et très vrai. Et il y a tous ces intellectuels de l'époque voilà, je pense aussi à Pierre degli Esposti qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, de laquelle on avait parlé aussi quand vous êtes venu à Bordeaux. Après, il y a Sabaudia, bien sûr. Sabaudia, où vous avez aussi loué une maison ensemble dans le livre pour travailler sur la mise en scène des Mille et la nuit. Et après, il y a les voyages, les vrais. Vous parlez du Yémen, vous parlez
vous parlez de l'Inde, vous parlez des États-Unis, mais surtout, vous parlez de l'Afrique dans ce livre. Voilà, une terre que vous aimiez beaucoup et vous êtes allé plusieurs fois. Et Pasolini aurait voulu tourner una Orestiade africaine qui après, comme je disais au début de notre échange, est devenue un documentaire. Voilà. Et dans ces voyages, il y a parfois Ninetto Davoli, il y a Maria Callas, et moi j'ai trouvé des pages très émouvantes, très touchantes à vous parler d'elle, très délicates. Vous nous direz, et bien sûr, dans Rome, dans Sabao, dans tous ces voyages, il y a, bien sûr, il y a Alberto Moravia. Voilà. Et donc, j'arrive à ma question, qu'en réalité, peut-être elle est double. Donc, j'imagine que pour écrire ce livre, vous avez été très sollicité à l'approche du centenaire, mais moi, je voudrais savoir comment s'est construit le livre, comment vous est venue l'idée de bâtir tout ça sur un rêve. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire, si vous pouvez... Non, oui. Donc, Oui. Et j'avais une autre, puis je vous laisse, excusez-moi, juste comme ça. Je voudrais savoir si c'est possible que vous nous disiez, parce que dans ce livre, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de souvenirs. Et si vous pouvez nous dire si cela a été facile de raconter tous ces souvenirs qui parfois sont très intimes. Voilà. Ah, merci. C'est la parole. Merci. Oui. Donc, tout a commencé avec un rêve. Parce que j'ai rêvé qu'il me appelait et qu'il marchait sur ma terrasse. Alors, je suis sortie sur la terrasse, c'est dans le rêve, naturellement, et je l'ai vu vivant. Et alors, j'ai dit, mais je suis très contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, il m'a dit, je suis là parce que je veux faire un film. Je vais te raconter une histoire extraordinaire. J'ai pensé qu'il faut absolument commencer ce film. Alors, j'ai dit, ah, bien, raconte-moi. Dans ce moment, j'ai entendu des voix derrière moi. Et je me suis tournée et il y avait les techniciens. Ces techniciens qui étaient toujours les mêmes, qui je connaissais, qui me disaient, mais Dasha, dis-lui qu'il est mort. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire le film. Nous ne pouvons pas travailler avec lui parce qu'il est mort. Alors moi, j'étais très embarrassée parce que je ne voulais pas dire, insister près Pasolini en disant que lui, il était mort. Et dans le même temps, je croyais qu'il était vivant, qu'il était retourné à la vie. Donc, j'étais très embarrassée. Et disons, entre cette image, cette vision, et dans le même temps avec les voix qui représentaient la réalité, non? Et j'étais comme ça un peu longtemps. Et lui, il me disait, je sais que je suis été mort, mais maintenant je suis vivant encore une fois. Et donc, je veux retourner à faire du cinéma. Mais quand il était en train de me raconter ses idées pour le film, il est disparu. Alors, je suis restée avec cette idée d'un dialogue qui a été interrompu dans le rêve. Et donc, j'ai pensé, pourquoi? Parce que je voudrais continuer à parler avec lui. Ça, c'était le commencement. Et pendant que j'écrivais, ça c'est la dernière question que vous avez posée. Et c'est étrange parce que pendant que j'écrivais, je me suis souvenu d'une centaine de petits détails que j'avais oubliés. Donc, les rêves ont commencé à réveiller beaucoup de souvenirs sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai écrit. Et j'ai parlé avec lui en disant, tu te rappelles, ça c'est l'idée, tu te rappelles ce qu'on a fait ce jour en Afrique, ce qu'on a fait
au Yémen, ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'on a dit, etc. C'est une, comment est-ce que je peux dire, une invitation à la mémoire. Et d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de racontes, vous dites beaucoup de choses vraiment dans le livre. Et il y a aussi beaucoup d'anecdotes dans ce livre. Et moi, certains m'ont fait un peu rire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai envie d'en lire un. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas lequel choisir, mais j'ai envie de lire celui del fumo. Il Il y en a d'autres, j'ai pensé aux œufs, la storia delle uova. Mais sì. si vous voulez, je lirai en italien, parce que je ne sais pas si vous avez le livre avec vous, l'histoire de la fumée. Moi, je dis après, éventuellement, vous le commenterez, parce que je trouve que c'est très beau. Allora, je partirei da là. Tutto questo mi è tornato in mente, sollecitata dal sogno del fumo. Ricordo che abbiamo trascorso 2 giorni a cercare il fumo che volevi nel film per annunciare, come succede nella tragedia, l'arrivo di Agamennone. Ti eri intestardito che doveva essere un fumo vero. Non volevi che lo accendessero quelli della troupe. Doveva essere un fumo sorgivo, locale e reale. Per questo ricordo il nostro inquieto ma anche un poco comico girovagare per le terre africane cercando un fuoco che ti soddisfacesse. A ogni fumo che scorgevamo, e l'Africa è sempre cosparsa di fuochi e di fumi, ci avvicinavamo con cautela senza perderlo di vista. Tu osservavi, prima col binocolo e poi a occhio nudo, e alla fine, scuotendo il capo, dicevi no, non va bene, è troppo grasso, oppure troppo grigio e scuro, o anche troppo bianco ed evanescente. Insomma, non si trovava mai il fumo giusto. E così abbiamo girato per 2 giorni come dei folli su quelle strade dissestate, coperti di polvere, nelle zone più arse e inusitate del deserto africano. Alla fine, quando stavamo rinunciando, scoraggiati, al fumo tanto desiderato, ti ricordi? Era già quasi sera, eravamo immersi in un tramonto perlaceo con un sole morente che veniva coperto e scoperto da nuvole rossicce. Ecco che all'orizzonte è apparso un fumo lieve, celestino, delicato e gioioso, che saliva a cerchi concentrici come se fosse l'esalazione di un sigaro portato alle labbra da un gigante che si divertiva ad arrotolare e ammorbidire le volute verso l'alto. Eccolo, hai detto, e hai indicato con la mano il fuoco lontano. J'ai choisi celui-là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez nous dire un mot, nous expliquer un peu, merci. Non, mais ça, c'était un projet très intéressant. C'était de faire un Orestiade en Afrique avec des acteurs africains, mais en rappelant l'histoire de la pièce d'Eschilo, non? Avec Oreste, avec Clitemnestre, avec Elettra et tout ça. Et on avait commencé et on avait trouvé, par exemple, Oreste qui était magnifique, avait quelque chose de royal et noir, naturellement, africaine noire, du centre de l'Afrique. Et puis, on avait trouvé une Clitemnestra et on avait trouvé les lieux pour tourner le film. C'était très intéressant. Mais au milieu de cette recherche est arrivé un télégramme de la part du producteur qui a dit non, on ne peut pas faire le film en Afrique parce qu'on a décidé, non, on a retrouvé, je ne sais pas, on a recherché et retrouvé que le public italien n'aura pas aimé un film avec des sujets africains. Tout en noir, c'est pas possible. Et il a changé d'idée parce que lui, il avait accepté l'idée d'un film sur une tragédie grecque fait tous des acteurs africains. Et donc, puisque sans argent, on ne peut pas faire un film, et Pierpaolo a dû renoncer. Et alors, il a décidé de faire un documentaire avec un peu des choses qu'il avait tournées déjà. Et puis, il a ajouté
des interviews avec des Africaines qui étudiaient en Italie, mais tout a changé. Et c'était dommage parce que c'était vraiment intéressant. Et les recherches de la fumée, c'était partie de cette idée initiale de faire un film sur l'Orestiade totalement fait d'Africains en Afrique. Oui, merci, parce qu'effectivement, il ne faut jamais oublier que l'idée initiale, c'était celle d'un film. Mais moi, j'ai trouvé très intéressant votre histoire, la quête de cette fumée, parce que souvent, on pense à Pasolini comme une personne, je ne sais pas si le mot est sérieuse, grave, mais dans le livre, j'ai découvert qu'il était aussi un homme qui savait rire et faire rire. Et je vous remercie aussi pour ça. Et en fait, ce que retenons au moins ce que j'ai retenu aussi lisant le livre, c'est bien sûr des contrastes qui existaient en lui, mais il y a un contraste, une contraposition. Je ne sais pas si les mots que j'utilise sont exacts, mais je pense que vous me comprenez. C'est sa profonde douceur que vous, ça peut être un autre leitmotiv pour moi dans le livre, à part le rêve, sa profonde douceur, parce que vous le répétez à plusieurs reprises, et ses colères, ses colères, sa rage, si je peux dire ainsi. Alors moi, je pense que vous êtes la seule personne qui pouvait répondre à cette question. Je dis, est-ce que vous pouvez nous dire avec qui Pasolini était doux, à qui il réservait sa douceur, et au contraire, avec quand il était enragé, je ne sais pas si, en colère, quand il criait sa colère avec qui. Merci. Vous avez raison. Mais pour ce que j'ai appris de lui, je pense que lui, il est né comme un enfant très joyeux. Et il était très sensible, naturellement, très joyeux, il avait un grand amour pour la vie. Mais à 6 ans, il a découvert d'être homosexuel. Et là a commencé un rapport difficile. Il faut penser naturellement au moment historique. Non? Il faut penser que l'homosexualité, alors, c'était les années, il est né en 22, donc 1922. Donc, à 6 ans, c'était 28. Et il faut comprendre qu'alors, l'homosexualité était une chose terrible, était condamnée, était considérée ou une maladie ou une perversion. Donc, il y a il sent immédiatement qu'il y a un rapport très difficile avec la société parce que tout le monde la condamne. Et pour lui, l'homosexualité était une chose naturelle. Il a senti d'être comme si attiré par des jeunes garçons. C'était pour lui, c'était très normal. Il n'y avait rien de mauvais, rien d'horrible, mais il a été condamné immédiatement et il a été chassé de l'école. Il était persécuté dans un sens, dans un petit monde comme ça, bourgeois, petit bourgeois. Et là, il a commencé à se défendre et oui, à une certaine colère, surtout quand il s'adressait vers la société, vers la société. Donc, même quand il a continué à grandir, arriver à l'université, etc., il a eu de terribles expériences de négation, de persécution. Il a eu une énorme quantité de dénonciations. Et donc, quand il parlait au public, il était très dur, très provocateur. Il était provocateur. Tandis que dans le monde des affections, c'est-à-dire le monde de sa famille, de sa mère qu'il aimait énormément, mais des amis comme moi, comme Alberto, des autres amis qui étaient près de lui, il était énormément doux. Il était doux,
dolce, gentil, affectueux. Et, et c'est doux, comme vous dites, c'est dolce. C'est vraiment incroyable. C'est un homme même très mite. Come si dice mite? Mais, alors, mais bien la parole mitigée, mais je ne sais pas si c'est la bonne No, parole. mite c'est Je pense qu'on dit doux aussi, ou même, la même chose. c'est un peu comme doux, mais comme dit, je peux dire qu'il avait un rapport très sensible, très délicat avec les affections, avec les amis, etc. C'est complètement une autre personne. Donc, les gens qui connaissaient Pasolini par ses écritures qui étaient adressées au public pensaient de lui qu'il était justement un sévère juge, une révolutionnaire, un fanatico, no? Qu'il était fanatique, etc., et extrémiste. Mais dans la vie privée, c'était exactement le contraire. Exactement le contraire. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre, parce que les gens, vraiment, le connaissent, il est bien connu, il est même aimé, parce qu'il a été, quand même, il a dit des choses très importantes sur le futur, sur les changements de la vie italienne, etc. Mais très peu de personnes connaissaient et connaissent sa vie privée et son douceur, comme vous avez dit, que moi j'ai connu et que j'étais vraiment tes amis. Et mon amitié était fondée justement sur cette douceur, sur cette sensibilité, incroyable sensibilité et respect vers l'autre, vers les idées des autres, vers la gentillesse, mais tout dans le privé. Dans le public, je pense que c'était une réaction contre, contre l'agression qui a... parce que lui, il disait la vérité. C'est-à-dire, lui n'était jamais diplomatique. Non? Il disait ce qu'il pensait. Et c'est, naturellement, c'est cette habitude, il a créé des inimitiés, comment si des Des limites, ennemis? Non. des ennemis à droite et à gauche. Parce qu'il a parlé, par exemple, contre les étudiants qui faisaient les grèves à l'université, parce qu'il disait, oui, vous avez raison, mais dans le même temps, vous êtes privilégiés parce que vous venez des familles bourgeoises, parce que vous devrez par de la société dirigeante, tandis que les policiers, c'était des pauvres gens qui gagnaient très peu, qui risquaient la vie et qui ne diverraient jamais par de la classe dirigeante. Et, dans un sens, il avait raison, mais dans le même temps, il s'est créé des ennemis de tous les parts. Et donc, il était, pendant la vie, il était très isolé, très isolé. Il avait des amis, et nous étions un groupe d'amis qui étaient autour de lui et nous l'aimons beaucoup, mais les autres, les gens ne les connaissaient pas et les considéraient comme justement comme un révolutionnaire fanatique. Oui, c'est pour ça que je répète, ce livre est très important. Merci de l'avoir écrit parce que ça nous permet de connaître qui était vraiment Pasolini. Moi, j'espère seulement qu'il va être bientôt traduit en français. Parce que pour l'instant. Il est déjà en traduction. D'accord, parfait. Parce que vous disiez quelque chose de très important, que lui, il parlait comme il sentait les choses. Voilà, c'est ce qui lui a créé des problèmes, mais seulement les amis comme vous et comme Alberto Moravia pouvaient le comprendre. D'ailleurs, dans le livre aussi, il y a des passages où il y a un peu sa contradiction aussi sur certains sujets. Donc, j'ai trouvé très intéressant quand il parlait de la pauvreté, il faisait l'éloge de la pauvreté avec Alberto qui lui expliquait des choses. Alors, ce passage-là, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, mais aussi quand il parlait, discutait avec vous sur l'avortement. Il y a ces pages-là qu'il faut absolument lire. Et
à la page 65, je me suis permis parce que, alors, je reviens, vous parliez du sujet de l'avortement et lui, il était contraire. Non? Et donc, à la page 65 du livre, que j'ai traduit parce que comme encore il est en italien, vous vous adressez bien sûr à lui et vous lui dites, alors, maintenant que tu es en paix et marches sur les dunes célestes, n'estimes-tu pas qu'il est arrivé le moment de me donner raison? Et voilà, là, j'ai trouvé formidable. Quelle complicité il y avait entre vous. Seulement vous pouvez lui parler, même s'il n'est pas encore là. Mais on sent, il y a comme l'impression qu'à un moment donné, il va se réveiller pour vous répondre. On le sent dans le livre. C'est bouleversant tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup. Non, parce qu'au commencement, non, on a pensé qu'il était contre l'avortement, Oui, comme, je sais pas, comme quelqu'un qui pense dans un sens traditionnel, réactionnaire. Tandis que après, quand j'ai parlé longtemps avec lui, j'ai compris que c'était tout autre chose. voilà. C'était que lui, il s'identifiait avec l'enfant et qui était chassé du paradis, parce que pour lui, les ventres maternes étaient pas le paradis. Et toute la vie, il a, dans quel sens, nostalgie de le ventre materne, parce que vraiment, là, c'était le paradis. C'était le lieu dans lequel il était le plus heureux. Et ça, il faut comprendre ça. Si on comprend, il y a tout ça, c'est lui qui a raconté dans ses lettres, dans les poèmes, et qui a été fondamental pour sa vie, c'est le rapport avec sa mère. Non? Et lui, il a commencé à 4 ans, et c'est lui qui raconte, non? À 4 ans, il avait un rapport exceptionnel avec son père. Et il était joyeux, il était un homme sensible, délicat et tout ça, et jouait avec son père. Il aimait beaucoup son père. Son père était militaire. En ce moment, le père est parti pour l'Afrique et il était avec l'esercito italiano. Quand les Alliés sont arrivés, il a été mis dans un camp de concentration. Quand il est retourné en Italie, après la guerre, il était complètement changé. C'est lui qui raconte, c'est Pierpaolo qui raconte. Hein. Et il était devenu alcoolique, il buvait, et quand il buvait, il devenait violent. Il a commencé à être violent avec sa femme et avec les enfants. Ils étaient 2 garçons. Alors, Pasolini a coupé avec son père et il s'est mis totalement dans la part de sa mère pour la protéger. Et cet rapport avec la mère est devenu le point plus, comment est-ce que je peux dire, fondamental de sa vie. Tout tourne, tous ses rapports avec les autres, avec les femmes, avec les hommes, avec sa homosexualité, tout tourne autour de ces rapports profonds, viscérales avec sa mère. Alors, on comprend beaucoup de choses. Alors, on comprend, par exemple, qu'il était contre l'avortement parce qu'il est voyé comme un enfant qui est chassé du paradis. Et il s'est identifié avec l'enfant. Non? Et il ne voyait pas, il ne voulait pas voir la part historique, la part culturelle qui est dans les recherches de l'avortement. D'ailleurs, moi aussi, je considère que c'est terrible que les femmes demandent une indépendance pour la gestion des propres corps à travers l'avortement, parce que c'est quand même une violence contre le corps féminin. Moi, je pense que s'il y avait une culture et une société à mesure de femmes, il n'y avait pas de l'avortement. Parce qu'il y aura
ci sarebbe stato, Il y il y aurait eu. aurait une façon de éviter l'avortement. Mais l'avortement vient exactement d'une culture patriarcale dans laquelle les femmes n'avaient pas la gestion des propres corps. Donc, il y avait l'avortement clandestin et c'était le résultat de l'empêchement des femmes de gester leur propre corps. D'ailleurs, dans le livre, vous parlez aussi déjà à l'époque des méthodes aussi contraceptives qui auraient pu aider justement Oui, à... mais c'était interdit. Voilà, c'était déjà... C'est ça la chose, que pendant, jusqu'à la fin de la guerre, surtout naturellement les habitudes des familles, mais aussi l'Église était fortement contre, non? Et les femmes n'avaient pas accès, à la contraceptive. Oui. Et là, d'ailleurs, un sujet dont on peut revenir et parler longuement, vu aussi ce qui se passe actuellement. Bon, alors moi, j'arrive un peu à la fin avec mon regret parce que je parlerai avec vous et je me souviens, je veux le dire maintenant, je me souviens aussi des longues discussions qu'on a eues quand vous êtes venu à Bordeaux et vous, à table, quand on buvait la tisane, vous me parliez de Pierpaolo, Maria. Alors, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est Pierpaolo Pasolini, c'est Maria Callas. Vous m'avez beaucoup parlé et c'était des moments que je garderai précieusement. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais comme le livre sera traduit et traduit actuellement, donc il va sortir en France, donc ça, je suis ravie. Et peut-être au moment où les gens regarderont cette vidéo pendant l'hommage à Pasolini qu'on fera à Bordeaux, donc le livre sera peut-être sorti. Mais donc, je laisserai les lecteurs découvrir plein de choses. Je voudrais seulement terminer en disant que bon, j'ai beaucoup aimé aussi, je ne sais pas si c'est le bon mot, pas les prises de position, quand vous défendez fermement Pasolini. Tout à l'heure, on avait parlé de sa grâce, de sa douceur, justement, je ne trouvais pas d'autres termes non plus en français, mais je pense que douceur, c'est parfait. Et aussi quand vous dites, par exemple, vous êtes sûr de ce que vous dites, quand vous êtes allé en prison, rencontrer Giuseppe Pelosi, qui est appelé Pino La Rana, je crois, il a été appelé comme ça pendant le procès. Vous n'hésitez pas un instant, non, quand vous dites, c'est pas lui, si je ne me trompe pas, après vous me corrigerez. Donc, ça, c'est un autre aspect du livre, votre prise de position, appelons-la comme ça, je pense que vous comprenez les gens aussi, très forte, et encore qui souligne combien vous connaissiez Pasolini. Voilà, pour moi. Donc, si vous voulez, on peut terminer. Je vous laisserai la parole. Vous nous dites ce que vous voulez sur ça. Après, éventuellement, on peut lire. Moi, j'ai choisi une poésie, un passage. D'accord. Je vais terminer comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Non, ben, quand il est mort, non, et Pelosi, le garçon, a dit c'est moi qui l'a tué, nous, en regardant la photo du garçon qui était juste été arrêté, on a dit non, c'est pas possible. Parce que Pasolini était couvert de sang comme une fontaine, mais vraiment, il a la tête cassée, il avait l'oreille coupée. Et lui, celui qui s'est nommé comme l'assassin, il n'avait rien, même pas un petit touche de sang. Alors, on a dit, c'est pas possible. Et il y avait d'autres personnes. Et d'ailleurs, le premier jugement disait il disait qu'il y avait des personnes, mais on ne savait pas qui. Mais d'ailleurs, quand on a quelqu'un qui dit c'est moi, naturellement, c'est le coupable est là et on a fermé, on a arrêté les recherches. Tandis qu'après, après 30 ans, avant de mourir, Giuseppe Pelosi a dit justement, non, c'est pas moi qui a tué Pasolini, mais nous, on le savait, on l'avait compris. Mais il n'a pas dit qui. Il a dit il y avait 3 hommes, mais il n'a pas dit qui.
mais certainement il était d'accord avec ces hommes-là, parce que sinon il aura dit avant, non? Il ne s'est pas pris la culpabilité. Et tandis qu'il a, pendant des années, il a dit qu'il était lui et qu'il a été menacé, qu'il a été violé, tandis que absolument pas vrai. Et, et ces personnes, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas recherché, on n'a pas fait des recherches, come si dice indagine? Des enquêtes. Des enquêtes dans le moment. Maintenant, c'est tard. Mais il y a beaucoup de gens qui ont recherché, qui ont des journalistes, des gens de la magistrature, come si dice magistratura, non lo Oui, la so, magistrature, oui, tout à la fait. magistrature qui ont cherché et ils disent que il y avait, qui c'était probablement très killer, mais que derrière, il y avait ordinament, une volonté politique, parce qu'il avait découvert des secrets qui regardaient la police secrète, mais une partie de la police secrète qui était déviata, insomma, euh, et que il disait, il a dit très souvent, moi je sais, mais je n'ai pas les preuves, je peux pas, mais je sais qui a mis la bombe à Milan, à Bologne, etc., etc. Donc, peut-être il y avait quelqu'un qui avait peur de la vérité qu'il connaissait. Et ils ont dit qu'il était donc un homicide, un délit qui était décidé ailleurs par des forces du service secret dévié. Non so se si j'ai Oui, dévié. oui, dévié. Oui, je pense que Dévié. c'est ça. Ouais, C'est pas j'espère. ces gens qui étaient fidèles au gouvernement, mais une partie qui avait l'idée, par exemple, de faire un coup d'État en Italie. Et donc, ils ont vu Pasolini comme un ennemi de cette opération et ils l'ont fait tuer par des killers, des gens qui ont été payés. Et peut-être où Pelosi a été sous chantage, où il était payé. On ne sait pas. Moi, j'ai voulu le connaître. J'étais à la prison quand il était encore un mineur. Et j'étais là et j'ai essayé. J'ai dit, j'ai parlé avec lui comme avec une simplicité. Je voulais savoir quelque chose, mais il était absolument comme un mur. C'était impossible. Il a continué à dire les choses qu'il a dit au juge comme une formule. Il n'a pas dit un seul mot qui pouvait regarder son humanité, non, son caractère. Évidemment, il avait un caractère très fort, très secret. Il a décidé de rien dire et il n'a rien dit. Même dans une confiance, j'ai cherché de le faire parler. C'était impossible. Impossible. Oui, donc c'est vrai qu'on le ressent tout ça dans le livre. Et moi, je termine juste une petite chose parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais je répète, le lecteur va le découvrir. Dans le livre, il y a bien sûr Pasolini poète, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Pasolini poète. Je pense que c'est là une des grandes... On parle beaucoup de Pasolini cinéaste, bien sûr, ses grands films, mais Pasolini poète, il a commencé avec des poésies en dialecte, Friulin. Et là aussi, vous expliquez pourquoi c'est très intéressant, hein, ce que vous dites. Et d'ailleurs, quand il meurt avec en étant nommé le plus grand poète, on ne peut pas oublier les mots d'Alberto Moravia pendant les funérailles, parce que là, il dit, moi, je ne sais pas si moi, je l'ai écrit en italien, con Pierpaolo abbiamo perso un poeta e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono solo 2 o 3
in un secolo. Donc, il a dit ces mots que personne ne peut oublier. Moi, je les ai réécoutés, j'avais les chairs de poule. Voilà. Donc, Pasolini est surtout un grand poète. Moi, et vraiment, vous l'avez connu aussi, cet angle-là, cet aspect-là. Moi, il y a des poésies que vous avez choisies dans le livre, formidables. Et certaines, je n'ai pas réussi à les lire tous. J'étais mal. Venir, voilà. Donc, je voudrais qu'on termine avec cette image de Pasolini poète. Je vous laisse la parole si vous voulez dire quelque chose, parce que c'est là toute sa grandeur. Oui, je suis d'accord. Et il y a tout dans le poème, dans ces poèmes, il y a l'amour pour sa mère, et il y a son homosexualité qui n'était jamais violente. Ça, c'était très important de dire. Il cherchait soi-même enfant. Il cherchait soi-même quand il était jeune garçon, et il n'a jamais été violent, jamais. Il le disait aussi, c'est les garçons qui allaient avec lui. Et, il disait ses idées, son amour pour la nature, sa recherche pour une certaine innocence qu'il cherchait, par exemple, en Afrique, qu'il disait qu'il appartenait à la culture paysanne et qui est disparue avec l'industrialisation. Il a toute la vie, il a cherché cette innocence, comme je disais, le paradis perdu qui était sa mère, son ventre, et c'était comme ça. Son rapport avec la vie n'était pas rationnel, au contraire de Moravia qui était rationnel, cartésien, je dirais. Lui, il voulait, parce que naturellement, il raisonnait, mais il ne croyait pas à la raison comme une forme, une moyenne pour comprendre la vie. Il préférait donner la précédence au sens et à la sensibilité et à une forme d'irrationalité, mais qui avait quelque chose, un grand rapport avec la sacralité de la vie et de la mort. Je crois que ça se trouve dans les poèmes, avant tout dans les poèmes. Oui. Et vous en avez choisi de très belles. Le lecteur va le découvrir. Moi, je termine seulement avec ce qu'il y a sur la 4e de couverture. Si vous voulez, si vous êtes d'accord, parce que c'est un passage du livre où vous vous adressez à lui et vous lui dites: Caro Pierpaolo, ho in mente una bellissima fotografia di te, solitario come al solito, che cammini. No, forse corri, sui dossi di Sabaudia, con il vento che ti fa svolazzare un cappotto leggero sulle gambe, il volto serio, pensoso, gli occhi accesi. Pardon. Il tuo corpo esprimeva qualcosa di risoluto e di doloroso. Eri tu, in tutta la tua terribile solitudine e profondità di pensiero. Ecco, io ti immagino così ora, in corsa sulle dune di un cielo che non ti è più ostile. Excusez-moi. No, capisco perché le sue poesie, ses poèmes étaient vraiment émouvants. Voilà, donc, bien. Bon, merci beaucoup, Dacia. Merci à vous. Pour cet échange précieux et à presto. A presto. Grazie. Grazie.